L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et salut Marco. Voilà, désolé, je t'ai pas dit bonjour proprement, c'est pas bien. Aucun problème. J'ai bien compris que tu as tout fait pour pouvoir m'interviewer, donc je suis honoré. Oui, je te dis, j'étais sur. Mais bon, voilà quoi. J'avais dit que j'avais quelques minutes. Si je me faisais taper par Russell après, et tu sais, vu comme il se fait battre par sa femme, et ben il rend les coups très fort sur moi. Donc voilà, j'évite maintenant. Bon, blague à part, je sais pas, est-ce que tu as un avis, je parie, sur la méningite ou sur les vaccins en général? Je sais pas pourquoi. Je le sens. C'est pour ça que t'es monté d'ailleurs. Absolument. J'attendais. Non, mais je suis de l'avis des personnes qui ont passé, je suis génétiquement pour le vaccin, évidemment, puisque il est apparu. Je suis pas un expert du domaine, hein, donc je me suis instruit comme beaucoup de gens, mais en essayant de faire attention à quelle littérature je m'adressais, parce qu'à un moment donné, pendant la pandémie, ça a été la foison d'informations et beaucoup de désinformations. Et je me suis informé pas que auprès des collègues médecins, puisque c'est un domaine dont les experts souvent c'est des biologistes et pas de médecins, qui m'ont donné la littérature pour m'informer. Voilà. Et puis c'est vrai que ça date de 1796, quelque chose comme ça, que le vaccin réellement est apparu. Et le bordel en santé physique, la santé publique en Europe était catastrophique avant le vaccin. Les épidémies étaient monnaie courante, 2-3 par année, beaucoup de décès, certaines maladies qui ont complètement disparu, certes, beaucoup dû à l'hygiène, mais le vaccin a joué un rôle importantissime. À titre, pour citer ne serait-ce quelques-unes, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite. On oublie, on a souvent la mémoire courte, les dégâts que cette maladie a occasionné sur la planète, les oreillons, la rougeole, le pneumocoque, l'hépatite B, méningocoque, et ainsi va. La liste est gigantesque. Et puis, cette idée, que je regrette beaucoup de la part des gens qui sont anti-vaccins, parce que leur point de vue peut entraîner la M-O-R-T-E chez les gens. Parce que tout dissident hésitant risque de basculer de leur côté si ils sont pas assez informés, et ne se pas vacciner est un problème de santé publique. Et le problème, c'est que quand on est impliqué là-dedans et qu'on se trouve dans une complication et on passe de l'autre côté, c'est un processus irréversible. D'accord, je te remercie. Je vais essayer de résumer parce que tu m'as déjà dit beaucoup de choses. Oui, donc tu avais regardé un petit peu les vaccins, c'est pas ton domaine de compétences, ton domaine d'études à l'origine. Mais qu'en gros tu t'es informé, mais pas que par rapport à des collègues médecins, parce que justement, en fait, c'est plutôt les biologistes qui sont spécialistes de la question. Et que quand tu as regardé un petit peu tout ça, tu voyais aussi qu'avant, en fait, en Europe, avant les vaccins, on avait même plusieurs épidémies ou pandémies chaque année, et que depuis les vaccins, ça s'est grandement calmé, qu'on a un peu oublié cette période-là. Et tu disais aussi que le fait de ne pas être vacciné est un gros problème de santé publique, en fait, sans doute par rapport à ce que t'as cité avant, voilà, qu'il y avait plein d'épidémies. Est-ce que j'ai résumé correctement? Absolument. Et je dirais même que le deux problèmes avec la vaccination, c'est que souvent les antivax ciblent sur le fait, oui, mais je n'ai rien eu, oui, mais mes enfants, je les ai pas vaccinés. Mais le problème, ce n'est pas que la personne potentiellement malade, si elle n'est pas vaccinée, c'est aussi le phénomène des barrières.
Si on est massivement vacciné, non seulement on évite les complications, là aussi une autre erreur, le vaccin n'empêche pas de tomber malade, ce que le vaccin empêche, c'est les complications qui peuvent être létales. Donc, si on est une grande majorité des personnes vaccinées, non seulement on va diminuer la létalité, on va résoudre un autre problème qui pendant la pandémie a été très mal, à mon avis, instruit par les autorités publiques. C'est que quand on disait 5%, 3% de la population, même 2% de la population française risquerait situation létale, des complications. Petit détail, 2% des 65 millions, c'est beaucoup plus que tous les lits que la France dispose. Et c'est le cas dans tous les pays au monde. Et donc, par conséquent, le problème, c'est que si on n'avait rien fait contre la Covid, on aurait eu besoin beaucoup plus de lits que la France, en l'occurrence, aurait eu à disposition, et la surmortalité. Je fais un AVC, je peux plus aller à l'hôpital. Je fais un arrêt cardiaque, je peux pas aller à l'hôpital. Même en psychiatrie, on aurait dû utiliser les lits de psychiatrie. Donc, voyez-vous, la problématique, c'est que c'est pas que les gens qui seraient trouvés une situation létale vis-à-vis de la Covid, mais toutes les autres maladies qui n'auraient pas pu être traitées. C'est toute la problématique des épidémies. Et je finis, pardonnez-moi, ça a été tellement violent que même les pays dictatoriaux ont plié les chines face à la Covid. D'accord, ok, je te remercie, c'est intéressant. Tu as expliqué un petit peu le problème de santé publique. Hein, je pense que c'était ça, la barrière, justement. Je crois que c'est la couverture vaccinale, si elle est importante, que tu citais. Et que si jamais il n'y avait pas eu ça, en fait, 2% d'une population comme la France, c'est plus que les lits. Et qu'en plus, du coup, on pouvait plus, enfin, tu vois, là, tu parlais t'as évoqué aussi les pouvoirs politiques, en fait, là-dedans. Et j'aurais une question, en fait, alors, peut-être que tu vas me répondre sur la Suisse, pas sur la France, hein, ça serait normal, mais peut-être que tu connais la France aussi. Est-ce que le fait d'avoir fermé les hôpitaux pendant un temps, en fait, ou le fait d'avoir mis empêcher les gens de sortir, par exemple, est-ce que ça a pu provoquer ce genre de problème? Alors, est-ce que c'était connu? Est-ce que c'était connu aussi? C'est vrai que la politique, à ce moment-là, elle a varié d'un pays à l'autre. Si on prend la Suisse et la France, on avait des politiques radicalement différentes. On pouvait sortir en Suisse. Il y avait des restrictions, alors il y en avait, mais celle de ne pas pouvoir sortir chez soi, non. Donc le gouvernement a bien informé, gardé les distances et tout, donc on pouvait sortir, on pouvait pas aller dans le supermarché sans masque, etc. Pour ça, c'était égal comme la France. Mais la différence peut être notable, c'est qu'on n'était pas en prison dans l'appartement. Ça, c'est une politique. Et puis, les antivax se nourrissent de ces politiques un peu excessives de la France, comme si la pandémie avait lieu qu'en France. Il faut commencer qu'ils arrêtent de regarder leur nombril. La pandémie, comme le mot dit, était la planète entière. Il n'y en a pas un pays qui n'a pas mis des mesures, des confinements, mais ces confinements s'articulaient différemment. Et ceci était nécessaire. Amplement nécessaire. Après, évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup plus intelligent. Si on devrait se confronter à une nouvelle pandémie dans 5 et 10 ans, et c'est fort probable, en tout cas avant 20 ans, à mon avis, l'expérience va être aidante pour qu'on puisse combattre de manière beaucoup plus efficiente. Et je vais juste ajouter un élément. On parle plus de l'Ebola. Et pourtant, l'Ebola nous a fait trembler en Europe, dans la planète. Et pourquoi? Parce que le vaccin a passé par là. Le vaccin, je savais même pas qu'il y avait un vaccin contre l'Ebola, tiens, qui est sorti. Il est hautement efficace. Ok, je te remercie, je savais même pas. Et juste, j'ai trouvé intéressant ce que tu m'as dit. Et il y a quelque chose en fait. Je vais faire un petit clin d'œil en fait. Tu dis qu'en fait il va y avoir certainement d'autres épidémies dans 10 à 20 ans. Est-ce que c'est que tu es en train de préparer la prochaine épidémie? À force de parler des pouvoirs magiques, je viens de découvrir que j'en avais un. Mais c'est juste une statistique. Hein. On a un risque important, à peu près entre 10 et 20 ans, d'avoir des pandémies. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle sera de la même ampleur que la Covid ou autre.
Mais c'est un risque pour une raison simple, c'est que nous côtoyons les animaux de plusieurs espèces et la quasi-totalité, sauf erreur, hein, je parle sous le contrôle des biologistes si jamais, pourront me dire, tu dis des bêtises, mais à ma connaissance, la quasi-totalité des maladies virales en particulier sont des zoonoses, que tout à coup, le virus passe la barrière et pose problème. La grippe aviaire, la Covid, et j'en passe, même le sida. Donc, ceci est possible. Je prends toujours l'exemple du sida de chat, qui on est totalement inoffensif, mais on n'est pas à l'abri que ce virus traverse, ces rétrovirus, la barrière animale. Et comme on a tous des chats à la maison, qui sortent, qui contractent diverses maladies, donc c'est possible, voire probable que cela arrive, et puis d'où l'importance d'être équipé avec des armes bactériologiques et virales suffisamment efficaces, et heureusement c'est le cas. Pendant des siècles, l'homme est décédé de pandémies totalement impuissant. Pour une fois qu'on a une arme efficace, démontrée scientifiquement, on nous vient avec des fausses informations, des mensonges. Des gens avant moi ont dit des mensonges. Ok, et c'est dommage que les gens prennent ce risque-là, parce que on parle de vie. Ça m'évoque, je te remercie, ça m'évoque une question. Comment sais-tu que ce sont des mensonges et par exemple pas une autre, juste des personnes qui se renseignent, qui ne connaissent pas de biologistes, qui ne connaissent pas la littérature ou des choses comme ça, ou qui ne peuvent pas la lire. Comment tu sais que c'est des mensonges en fait? C'est très fort comme terme. Absolument. Si on parle de la Covid, je crois qu'il suffit de ne pas être ombrelliste comme les Américains. Il n'y a pas que la France sur la planète, il n'y a pas que les États-Unis. Si on va voir ce qui se passe dans les autres pays, si on avait vu ça, on aurait vu que la totalité des pays au monde ont plié les Chines face à la Covid. Donc, si la Russie, si la Chine, si j'en passe, les pays ont plié les Chines face à la Russie, la Chine a été encore pire que la France à niveau des mesures voilà, je trouve le mot. Donc, c'est parce qu'il y a un problème et c'est pas Macron qui l'a inventé. C'est partout. Donc, que là-dessus, ça ferait déjà tomber au moins plus de la moitié des arguments d'anti-vax. Ouais, non, je te remercie. Juste, bon, je sors un petit peu, mais en fait, j'ai vécu dans 2 pays au moment de la pandémie. Et dans le premier, c'était un peu plus proche de la France, mais on nous forçait pas à avoir des attestations signées par nous-mêmes. Et dans le deuxième, effectivement, c'était plus proche de la Suisse, quoi. Donc, il y a eu des cas différents. Et après, voilà, il y a eu des implications différentes aussi. Je vais pas développer là-dessus, mais effectivement, juste les pays ont tous réagi. Voilà. Et après, problème politique. Après, c'est une question politique peut-être plus que. Le fait est que cette pandémie, elle avait quelque chose de perfide. C'est que pour la réaliser dans l'os, il fallait aller dans les urgences travailler à l'hôpital. Si on marchait dans la rue, qu'on voyait les voisins, il fallait être dans des régions où ça a hécatombe comme le nord de l'Italie, le Tessin, certaines régions sortaient dehors et on se rendait compte. Mais le reste du monde, il fallait aller dans les hôpitaux pour réaliser la pression. Et d'ailleurs, une collègue qui est médecin, une fois m'a dit une connerie gigantesque. Ah, mais je comprends pas pourquoi en Suisse on a fermé une trentaine de lits alors qu'on est en pleine pandémie. Et je lui ai dit, mais tu fais exprès ou quoi? Un lit, quand on parle d'un lit au niveau hospitalier, on parle de l'endroit où on pose le malade, de l'équipement et surtout du personnel. On a 20 à 30% des gens qui sont en burn-out à cause de... Donc c'est normal qu'on ferme des lits parce qu'on va pas dire aux patients, venez, asseyez-vous là, couchez-vous là, et peut-être dans 5 jours, il y aura quelqu'un qui viendra vous voir. Je te remercie, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Et ouais, juste sur le clin d'œil, en fait, très honnêtement, je suis même plus vraiment dans l'entretien là.
Je voulais réagir un petit peu. Bon, ça sera le dernier pour aujourd'hui, de toute façon. Mais quand je t'ai fait le clin d'œil, c'est parce qu'on entend tout le temps. Oui, mais regardez, on savait que la pandémie allait arriver. C'était dit et tout. Oui, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des pandémies qui arrivent et on sait qu'elles sont de plus en plus fréquentes. Donc effectivement, on savait qu'il y en avait arrivé et on sait qu'il y en aura dans les prochaines années pour les problèmes de zoonose, comme tu dis. Tout à fait. Et je vais juste ajouter un petit détail, et je parle plus. On a quand même, c'est toi qui parles. on a un problème avec les antivax qui est un problème épistémique. Si on met en place un programme vaccinal et qui marche, ils vont dire, voyez-vous, il n'y a pas de pandémie. C'est vite arrêté, comme on avait dit. Si ça marche pas, ils vont dire, voyez-vous, le vaccin marche pas, puisqu'il y a la pandémie. Donc, que ça marche ou que ça marche pas, les antivax vont avoir l'argument parfait pour annuler l'effet et continuer à avoir le sentiment d'avoir raison. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent dans d'autres trucs. C'est comme l'exemple que je donne toujours, c'est en fait t'es sur l'autoroute, on t'annonce qu'il y a un ralentissement, à 2 ou 3 kilomètres. Si tu ralentis, ou à 30 kilomètres, généralement on te prévient longtemps à l'avance, tu ralentis, puis quand t'arrives au moment, le ralentissement c'est débouché, tu dis, il y avait rien, j'aurais dû continuer. Alors si tu continues, tu t'encastres dans les voitures. J'avais mon neveu qui une fois a dit, je comprends pas, il était jeune, il était adolescent, il disait, mais je comprends pas les amendes, c'est pas juste, on devrait avoir une amende seulement quand on fait des accidents. Et j'ai dit, mais tu t'écoutes? Un terme. Et une fois qu'on meurt, on met une amende. Une fois qu'on tait quelqu'un, parce qu'on était en haute vitesse ou en hybrité, on met une amende. T'as pas compris l'amende est pour éviter ça? Et voilà. Ouais, c'est une question de bon sens, comme on dit. En tout cas, je te remercie, ça fait 15 minutes. Désolé, j'espère que ça t'a pas dérangé, mais je suis sorti un petit peu du cadre habituel, quoi. J'avais envie. Moi, j'ai adoré. Il faut voir Russell ce qu'il pense. Comment? Moi, j'ai adoré. Il faut voir Russell ce qu'il pense. J'ai une question emportée. J'ai une question emportée, moi. Marco, si demain, les avancées technologiques en médecine et en sciences trouvaient des vaccins à toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques, tu ferais quoi pour ta reconversion? Mais c'est salaud parce que j'ai envie de répondre, je peux pas. Si, tu peux, vas-y, fais-toi plaisir. Mais je serais heureux parce que si je n'ai plus raison d'exister, je me pencherai dans l'art. Je fais de la photo, je vais faire prochainement un expo et je serais ravi de ne plus avoir à pleurer des gens puisque ma mère est morte de la Covid. Là, tu m'embêtes parce que j'allais sortir une vanne pourrie, mais là, tu viens de me tuer avec l'histoire de ta maman. Mais comme je suis un fou furieux, je la sors quand même. Donc, tu vas faire des photos de l'art. Donc, est-ce que tu vas faire des photos de cochons? Non. Alors, c'est pas de l'art. Je comprends le jeu de mots. Merci. Je suis désolé pour tout le monde. Mais non, il y a des fois, on préférerait ne pas le comprendre. Moi, j'ai une question pour Russell. Attends, il y a peut-être. Attends, il y a peut-être Mélanie qui a une question, et puis toi aussi, vous avez peut-être une question pour Marco. J'en ai pas. C'était hyper intéressant, mais je suis ravie que t'aies coupé la parole de Terra, donc juste pour... Ça, on est tous ravis. Le pauvre Terra. Vas-y, Terra, j'écoute ta question, puis prépare-toi parce que le prochain entretien avec Nicolas, c'est toi. Donc, vas-y, j'écoute ta question, Terra. Oui. Quand tu parlais de l'art, on est bien d'accord que c'est du Josquin, le l'art rôti-breton. Mais je savais même pas que vous aviez du lard. Il y a rien à bouffer là sur votre presqu'île. Si, on a du lard. Alors, spécialité bretonne, c'est les patates au lard et au beurre. Arrête. Mais sauf qu'il y avait tellement de disettes et de trucs que vous avez inventé les galettes bretonnes pour justement pallier l'absence de lard. Alors arrête un peu. Hein. On la connaît votre île qui est pas une île. Et sinon, non, je suis désolé, je viens de revenir j'ai couru partout parce que j'étais en retard. Et du coup, j'ai pas de questions à emporter pour Marco.
Bon, en tout cas, pas merci Terra. Et Marco, bon, comme